Parlant du climat, nous avons un climat semi-aride chaud, ce qui veut dire qu'il y a moins de périodes d'humidité avec une longue période de chaleur où les précipitations se font de plus en plus rares à cause du changement climatique. Alors, du changement climatique, ainsi, les pays du Sahel, au fait, ils paient un lourd tribut en faveur du changement climatique, et bien que ce ne soit pas des pays, au fait, qui émettent beaucoup de carbone, mais ils font partie de ceux-là qui paient le plus de tribut. Ainsi, quand nous regardons l'indice de vulnérabilité de ces pays, nous voyons qu'ils sont entre au fait, le niveau élevé et le niveau très élevé, ce qui se traduit notamment par des conséquences, par le conséquence du changement climatique que l'on peut voir au niveau de ces pays, notamment la saison des pluies qui se fait de plus en plus rare, avec une très longue période de sécheresse, les inondations que l'on alors, dans un contexte où la plupart de la population est quasiment focalisée sur l'activité d'agriculture et sur l'activité des pays en parlant des démographies, la région du Sahel alors, compte 27 millions d'habitants, soit 55% en fait de la population mondiale. Et parlant des Mali, qui constitue le G5L, ils sont à 86,8 millions d'habitants, d'où une grande partie aussi qui occupe une grande partie du Sahel. Toujours en termes de démographie, le taux de croissance constaté au niveau du Sahel est élevé dans la plupart des pays, et avec le Niger qui a un taux de 3,8% de croissance démographique entre 2015 et 2020, alors suivi du Mali et du Tchad avec 3% de croissance démographique. Et le plus faible taux que nous observons ici, c'est au Nigeria avec 2,6% de croissance démographique entre 2015 et 2020. Et le taux de natalité également au niveau de ces pays est très élevé. Le taux de natalité est très élevé avec le Niger toujours qui a le plus fort taux de natalité par femme, soit 7 enfants par femme, et qui est suivi du Mali et du Tchad avec 5,9 et 5,8. D'où cette forte croissance au fait au niveau des pays du Sahel. Et cette population également est une population très jeune parce que nous observons que 37% de cette population ont moins de 15 ans et 80% ont moins de 35 ans. D'où une population vraiment très jeune avec l'âge médian qui est compris entre 17 et 19 ans. Le taux d'alphabétisation au niveau des régions du Sahel, de la région du Sahel, alors on se retrouve à un taux de 56,95%, ce qui représente un taux faible comparativement en moyenne, comparativement à la moyenne africaine, à la moyenne dans la région subsaharienne et dans le monde en général. Concernant la scolarisation des filles, nous observons qu'ils sont dans ces pays-là, les filles sont moins scolarisées
Et les garçons ont un taux de scolarisation, le taux de sous-scolarisation plutôt, alors est peu au niveau des jeunes. Nous avons 32,5% de filles contre 51% d'hommes concernant le taux de sous-scolarisation dans ces pays. Et les religions également dans ces pays occupent une grande place au niveau des pays du Sahel. Les religions occupent une grande place, notamment la religion, notamment l'islam et le christianisme. Et aussi, nous avons de ceux-là qui pratiquent, nous avons ceux-là qui sont des traditionalistes. Et en termes de pourcentage au niveau des religions, nous avons, nous avons la religion musulmane qui l'emporte sur le reste, notamment au Mali, au Niger et en Mauritanie, où nous avons de forts taux d'islamisation qui sont supérieurs à 90%. Donc, l'islam est la religion qui est dans la région, notamment spécifiquement dans la région du G5 Sahel. Alors, nous poursuivons alors toujours au niveau de la présentation du Sahel. Là, maintenant, nous allons parler de la démographie. Alors, de la démographie, notamment du taux intérieur brut, au niveau du Sahel. Alors, si nous regardons depuis les années 60 jusqu'à maintenant, le pays progresse d'une manière lente et ne va pas vraiment avec, pas d'une manière vraiment proportionnelle avec la démographie. Donc, et en termes de revenus des ménages, en termes de revenus de la population, nous avons entre 800 et 1500 dollars de revenus. Alors, ce qui représente ici un niveau de vie faible que nous marquons au niveau de la population du Sahel. Et cela se voit également au niveau du seuil de pauvreté qui varie entre 40 et 50%. Alors, dans la région du Sahel, dans la région du Sahel. Et spécifiquement pour la Mauritanie, nous avons un taux de 30% parlant du seuil de pauvreté. Et ceci présente une menace au fait majeure en termes de conflits et d'instabilité dans cette région, notamment que ce soit dans le milieu urbain ou bien dans le milieu rural. Parce que les jeunes n'ayant pas du travail, en fait, sont poussés quelquefois à rentrer dans des activités qui contribuent au fait à la réalisation ou bien qui ne contribuent pas à la cohésion sociale dans ces régions. Le genre également, concernant le genre, nous avons les femmes les femmes font face à des inégalités dans ces régions, notamment des inégalités en termes de santé reproductive, d'autonomisation et en termes d'accès au marché du travail. Et si nous remarquons, et à travers les que nous avons, nous voyons qu'au Tchad, au Mali et au Niger, nous avons alors l'indice d'inégalité fait suivi par les femmes qui est le plus bien que dans les autres régions du Sahel également, il est élevé, mais dans ces trois localités spécifiquement, l'indice est plus élevé. En termes de sécurité, parce que nous savons que le Sahel est confronté à plusieurs défis sécuritaires sur l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des pays du G5 Sahel.
surtout, notamment le Burkina, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, et les conflits qui sont à la base de cette instabilité, du manque de sécurité ou bien de la baisse de sécurité dans ces localités sont diverses. Nous pouvons notamment relever les conflits armés, alors qui sont de plus en plus recourants dans la zone du Sahel. Pas seulement les conflits armés, bien évidemment, même si c'est ce type de conflit d'insécurité qui est le plus vite. Nous avons également nous avons le banditisme, les conflits intercommunautaires, les conflits intracommunautaires au niveau des régions, des régions du Sahel, notamment des conflits qui sont liés aux ressources naturelles dans ces localités-là. Et également, la violence basée sur le genre représente également un type de conflit que ces pays traversent, d'insécurité que ces pays-là traversent, notamment en ce qui concerne les mutilations génétiques féminines, en ce qui concerne l'inclusion des femmes, de leur autonomisation au niveau de la société. Donc, ces facteurs-là, tous ces facteurs d'insécurité, de conflit, couplés à la situation de l'emploi, notamment de la pauvreté des pays du Sahel, contribuent au fait à l'instabilité de cette zone où nous voyons de plus en plus des conflits et les conséquences des conflits qui ne font qu'augmenter de jour en jour. Et ces conséquences-là sont visibles notamment, ils sont appréciables notamment en regardant le nombre de réfugiés et demandeurs dans les régions du G5 Sahel, où nous avons alors au niveau du Tchad et du Niger le plus grand nombre de personnes qui sont des réfugiés, notamment le Tchad qui l'emporte avec 504 au niveau de ce pays, et suivi du Niger avec 240 728. Donc, ce n'est pas seulement le nombre de réfugiés, nous pouvons également l'apprécier en fonction du nombre de déplacés, parce que ces conflits-là, à cause de ces conflits, il y a des personnes qui se déplacent parce que ne se trouvant plus en sécurité dans leur pays ou bien dans leur localité, sont obligés de se déplacer à la recherche d'un endroit où ils peuvent trouver au fait où ils peuvent trouver plus de sécurité, où ils se sentiraient le plus en sécurité. Alors, notamment au Burkina Faso, nous avons le plus grand nombre de déplacés avec plus d'1 million. Au Tchad, 400 et quelques déplacés. Au Niger et au Mali, 300 et quelques. Alors, c'est pas seulement les déplacés. Il y en a qui aussi perdent leur vie à cause de l'insécurité dans ces régions. Notamment, nous avons en 2007 4 décès que nous avons constatés dus à ces violences, alors à ces violences qui est largement 5 fois plus importante que les années précédentes où on pourrait remarquer également des décès des gens qui ont perdu leur vie à cause de l'instabilité et du conflit au niveau du Sahel. Donc, alors pour conclure, nous voyons que le Sahel est confronté à non seulement à une situation alors sécuritaire précaire, mais au niveau de la sécurité, mais également au niveau de l'emploi, au niveau de qui est la dimension horizontale.
Pourquoi est-ce qu'elle va l'influencer? Parce que l'individu est influencé par les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et cette politique publique-là va amener l'individu effectivement à s'approprier cet environnement ou non. Donc, la deuxième dimension, c'est la dimension horizontale. La dimension horizontale décrit la confiance qu'il y a entre différents individus de la société. Donc, cela traite de la dimension horizontale de la cohésion sociale, traite des relations, des interactions entre les personnes dans la société, au-delà de toute forme de division, pour permettre effectivement à l'individu de contribuer au bien-être de sa société. Donc, c'est l'implication de l'individu au-delà de toute division de race, de toute division de classe sociale. Donc, un exemple, juste quelques exemples de la dimension horizontale. On peut citer les organisations des associations de la société civile, les associations religieuses, tout cela constitue en fait la horizontale de la cohésion sociale. Donc, quand on regarde la dimension horizontale de cohésion sociale, cette dimension horizontale de la cohésion sociale va en fait nous interpeller sur ce qu'on va appeler le capital social. Le capital social qui en fait qu'on va définir à trois niveaux. À trois niveaux, il y a le capital social qui unit, le capital social qui lie et le capital social qui relie. Pour ce qui est du capital social qui unit, là, on parle bien entendu de la cohésion sociale horizontale, c'est-à-dire entre les membres d'une même société. Le capital social qui unit, c'est ce qui est à l'interne d'un groupe homogène. C'est ce qui est, ça intègre les symboles, les rituels, les marques, les slogans, la façon de faire spécifique à un groupe, ce qui permet à l'individu de s'identifier, de se reconnaître à un groupe et d'accepter un groupe comme étant le sien. Donc, cela, on peut le remarquer, par exemple, dans les groupes ethniques, on peut le remarquer dans les communautés religieuses, on peut le remarquer dans les gangs, puisque nous sommes dans le Sahel et qu'il est question de sécurité. On peut aussi, bien entendu, le remarquer avec les associations de supporters dans le domaine sportif. On peut aussi le remarquer on l'a remarqué dans le Sahel, on a des associations de descendants on a des associations de descendants de telle personne, de tel ancêtre, ou encore des associations de ressortissants de telle communauté. Donc, c'est tout cela, en fait, qui constitue les relations, qui constitue le capital social qui unit. Donc, de l'autre côté, on a le capital social qui lie. Le capital social qui lie, c'est-à-dire c'est le capital social qui permet à deux groupes sociaux, groupes sociaux d'avoir des interactions, d'agir ensemble et de partager quelque chose de commun malgré, bien entendu, leurs différences. Donc là, on a des groupes hétérogènes qui s'acceptent entre eux. On a des groupes hétérogènes qui s'acceptent entre eux. C'est là où on va parler, par exemple, d'associations de la société civile. C'est là où on va voir, par exemple, des associations qui plaident en faveur, qui plaident contre le changement climatique, s'allier avec des associations qui plaident pour l'emploi jeune parce que au-delà de cette diversité, ces questions transversales, effectivement, ces questions transversales ont quelque part la même cause et les voies d'issue, les voies de sortie peuvent être dessinées ensemble. Donc, c'est l'attitude, le capital social qui lie, c'est l'attitude pour des organisations homogènes de se retrouver dans un environnement hétérogène et de collaborer ensemble au-delà, bien entendu, de leur diversité. Et le troisième capital social, c'est le capital social qui relie. Le capital social qui relie, là, on fait référence aux médiateurs.
On fait référence à des lignes communautaires, référence à des personnes dans la communauté qui jouent un rôle de communication, qui jouent un rôle de coopération, qui jouent un rôle d'apaisement dans la société. Et surtout, ce genre de personnes sont très importants en termes de prévention et de gestion des conflits communautaires. Donc, dans le Sahel, ça fait référence, par exemple, dans les régions du Sahel, qu'on retrouve un peu partout dans les régions du Sahel, qui sont en fait des individus, des leaders communautaires reconnus pour leur sagesse et qui interviennent sur des questions de justice transitionnelle, par exemple. Et c'est aussi, ça a été le cas au Rwanda. Après le génocide, on a eu les Abunzi, effectivement, qui jouaient un rôle de justice transitionnelle. Donc, ceci constitue le capital social qui relie. Donc, là, c'est pour nous permettre de bien comprendre en quoi consiste la cohésion sociale. Et pour ce qui est de l'évaluation de la cohésion sociale, pourquoi est-ce qu'on parle d'évaluation de cohésion sociale? Il y a deux raisons fondamentales qui mènent à parler de l'évaluation de la cohésion sociale. La première raison, c'est que l'évaluation de la cohésion sociale permet de documenter des interventions, que ce soit des politiques publiques, que ce soit des projets et programmes multilatéraux qui sont implémentés. L'évaluation de la cohésion sociale va servir effectivement à prendre le contexte dans lequel on veut intervenir, c'est en amont, et en aval, ça permet aussi d'apprécier les interventions qui ont été faites à leur impact sur la cohésion, sur la communion entre les individus. Je prendrai juste un exemple à ce niveau d'une intervention que nous avons eu à évaluer. Et il s'agissait dans le nord du Mali. Et il s'était agi pour notre client de créer des points d'eau, et pour permettre effectivement aux populations d'accéder à une eau saine, à une eau pure. Et vu que le forage était fait, il fallait que les communautés eux-mêmes collaborer ensemble pour la gestion du forage, parce qu'à des moments donnés de l'année, effectivement, il faut faire le curage du puits, et l'organisation n'étant pas sur place, à organiser les communautés afin qu'elles-mêmes puissent non seulement utiliser l'eau du puits, mais s'organiser de telle sorte que lorsque le moment de faire le curage viendra, que les charges soient prises effectivement par les communautés elles-mêmes. Et là, on s'est vu lorsqu'on a fait l'évaluation, et les communautés nous ont dit, on commence à... Le fait d'avoir creusé le puits nous a permis de travailler ensemble, nous a permis de nous rapprocher les uns des autres parce qu'on se méfiait les uns les autres. Les voisins ont vu leurs voisins prendre des armes et du coup, il n'y avait plus aucune collaboration, il y avait de la méfiance. Ça, c'était un objectif que le client ne cherchait pas forcément, ce n'était pas quelque chose qui était recherché, mais on s'est rendu compte que cela est arrivé parce qu'effectivement, il y a eu une intervention. Donc, la cohésion sociale aussi sert à cela. Deuxième raison de l'évaluation de la cohésion sociale, on évalue la cohésion sociale pour permettre même de mesurer cette cohésion sociale en tant que telle, d'apprécier la qualité de cette cohésion sociale et d'apprécier comment est-ce que cette cohésion sociale évolue, comment est-ce que cette cohésion sociale change dans le temps et quels sont les différents éléments les différentes clés sur lesquelles il faut agir pour améliorer cette cohésion sociale. C'est les deux raisons fondamentales qui amènent à l'évaluation de la cohésion sociale. Et ça nous amène à nous poser la question, comment est-ce qu'on évalue la cohésion sociale? Alors, le comment, oui. Voilà, donc Wagé, c'est... Donc, comment est-ce qu'on évalue la cohésion sociale? D'abord, on évalue l'évaluation de la cohésion sociale diffère en quelques points, mais de façon fondamentale, liée à la méthodologie, liée à l'approche. Les mêmes approches qu'on utilise dans une évaluation standard sont utilisées
dans l'évaluation de la cohésion sociale. Je parle de l'approche qualitative, de l'approche quantitative, de l'approche mixte, des différentes approches participatives, du out-harvesting, etc. L'ensemble de ces approches qui sont développées qui sont utilisées dans le domaine de l'évaluation peuvent effectivement se retrouver dans l'évaluation de la cohésion sociale. Mais par contre, ce qui va changer véritablement, fondamentalement, ce sont les critères d'évaluation. Ce sont les critères d'évaluation. Dans une évaluation standard, on va peut-être utiliser les critères d'évaluation de l'OCDE et peut-être un peu au-delà, mais dans l'évaluation de la cohésion sociale, les critères d'évaluation sont autres. Ce sont ces critères d'évaluation que nous vous présentons ici. Le premier critère d'évaluation, c'est la confiance. La confiance ici va faire référence à un sentiment ou à un attribut personnel qu'une personne accorde à sa communauté ou encore aux personnes ou aux institutions qui composent cette communauté. Donc, la confiance ici va faire appel à un échange mutuel, à un échange de réciprocité vis-à-vis, à une appréciation personnelle vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de la communauté dans laquelle la personne vit. Donc, la confiance, elle est à l'endroit de la vie politique, elle est à l'endroit de l'ensemble des institutions, elle est aussi à l'endroit de la communauté, elle est à l'endroit de la communauté dans laquelle on vit en termes de voisinage. Je prenais tantôt l'exemple des voisins qui ne communiquaient pas, qui n'échangeaient pas parce qu'ils ont vu à un moment donné leurs voisins prendre des armes. Donc, la confiance, du coup, est perdue entre voisins. Donc, la confiance ici intervient dans la cohésion verticale, dans la cohésion horizontale. Le deuxième critère d'évaluation, la deuxième chose qu'on va chercher à apprécier lorsqu'on évalue la cohésion sociale, c'est l'appartenance. C'est l'appartenance, c'est-à-dire le destin commun ou encore un destin partagé avec sa communauté ou encore avec les institutions de cette communauté. Cela fait appel aux valeurs de loyauté. Ça fait appel aux valeurs de loyauté. Vous allez vous rendre compte souvent que tellement que le sentiment d'appartenance est dégradé, que l'individu est à mesure de prendre les armes, de mener des forfaits contre sa propre communauté, contre les membres de sa communauté ou encore contre les infrastructures sociaux de sa communauté. Donc, le sentiment d'appartenance fait de telle sorte que l'individu se dit, même s'il y a amélioration des conditions de vie, je suis exclu de cette amélioration. Cette amélioration ne bénéficie pas de l'individu et ça conduit systématiquement l'individu au radicalisme. Là, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'inclusion. On parle notamment de l'inclusion dans les sphères économiques, de l'inclusion dans les sphères sociales et de l'inclusion dans les sphères politiques. L'inclusion, d'abord, c'est un choix. Ça ne se fait pas par obligation. L'inclusion, c'est un choix encouragé de l'individu à prendre à partager quelque chose que l'individu a, que l'individu détient, quelque chose que l'individu détient, qui peut effectivement être bénéfique, soit dans le cadre de la cohésion verticale ou encore dans le cadre de la cohésion horizontale. Et au-delà de l'inclusion, nous avons le quatrième critère qui est l'interdépendance. L'interdépendance parce qu'on est dans une société, on est dans une communauté et effectivement, il existe des liens, il existe des interactions et qui font que les uns dépendent des autres. Et quand l'individu arrive au niveau où il pense qu'il ne dépend pas, où l'individu se met à penser que l'individu remet en cause critères d'interdépendance vis-à-vis du reste de la communauté, effectivement, on se retrouve aussi dans les cas extrêmes.
Un autre critère, c'est la sécurité humaine. Elle parle de la perception de la sécurité et de la satisfaction des besoins humains essentiels tels que la sécurité alimentaire, les besoins de subsistance ou encore de violence ou de criminalité. Il y a aussi le critère de la le groupe de la communauté. Aussi la distance sociale qui en fait mesure l'acceptation de diverses relations sociales avec les membres d'un autre groupe. C'est de voir, par exemple, c'est d'avoir un membre d'un autre groupe comme étant un proche parent par alliance, un voisin, un collègue de travail ou encore un patron. Et nous avons aussi la distance culturelle. La distance culturelle, c'est qui mesure, c'est le critère en fait qui évalue la mesure dans laquelle effectivement les personnes ont là, les 8 critères qui constituent ce qu'on va appeler l'indice score. L'indice score qui veut dire l'indice de cohésion sociale et de réconciliation. Donc, c'est un indice qui a été élaboré par le programme des Nations Unies pour le développement qui permet d'apprécier l'évolution de la cohésion sociale dans les temps donnés. D'accord. Voilà, c'est la présentation. Ok, merci Monsieur Dako, merci à nos deux conférenciers, merci également aux différents participants. J'ai vu vos questions, apparemment le thème est bien compris, il est bien passé et nous vous remercions pour le temps pris pour nous écouter. Également, nous allons donner un mot de fin à M. Dako et à M. Joseph Pérou pour nous donner leur mot de fin. Monsieur Bertin. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir. Merci pour ce merveilleux moment que je pense qu'on a dû le voir. Ok, oui. C'est bon, on ne vous entend pas, monsieur. Monsieur Dako, on ne entend pas.
Vous pouvez activer l'audio. Monsieur Joseph, vous pouvez intervenir le temps que Monsieur Dako règle son audio. Donc, si les participants D'accord, wow. Moi-même, je suis parti. OK. Léger souci de connexion. C'est bon, je crois. Donc, Très bien. on est arrivé au terme de la présentation. Nous laissons la parole à M. Bertin. Ok, très bien. Donc, ça fait beaucoup plaisir de partager ce moment avec tout le monde. Donc, je vois des participants connectés du Mali, du Niger et au-delà. Merci pour le temps que vous avez pris pour partager ce moment avec nous. Et merci pour les uns et les autres. Je sais que nombre d'entre vous ont laissé leur occupation, leur travail pour venir nous écouter, pour partager ce moment avec nous et pour apprendre. On espère effectivement avoir partagé avec vous quelques outils que nous utilisons, quelques approches, quelques méthodologies que nous utilisons. Eh bien, voilà, nous espérons effectivement que quand même nous avons pu partager quelques outils avec vous. Nous vous souhaitons véritablement que cela vous soit vraiment important pour votre travail et merci beaucoup. Merci beaucoup.